Réaction à la mise au point budgétaire du ministre des Finances qui a été publiée ce matin. On avait déjà conscience du manque de vision économique du gouvernement du Parti québécois, mais au-delà de cela, aujourd'hui, c'est la démonstration de l'impact négatif des politiques économiques du gouvernement sur l'état de l'économie du Québec, puis au-delà de ça, sur les emplois, sur le niveau de vie des familles québécoises. Et on doit manifester à la fois une inquiétude et le désir de voir le gouvernement se ressaisir. On les enjoint de se ressaisir et de corriger le tir. Ce qui est remarquable dans cette mise au point, et le fait saillant selon moi, c'est qu'on assiste à une chute importante des revenus du gouvernement. Le montant d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement diminue de façon importante. Et si on l'analyse de façon plus fine, il diminue de façon importante parce qu'on investit moins au Québec, notamment dans le secteur minier et dans le secteur de la fabrication. Alors, il est clair que, par exemple, l'hésitation qui se prolonge du gouvernement envers la question des redevances minières fait en sorte que beaucoup de projets sont retardés, voire même annulés. Et ça, c'est pas juste des projets, des sous, puis des centaines de millions de dollars, ce qui, pour le citoyen moyen, a plus ou moins de signification concrète. C'est des jobs, c'est des emplois pour les familles, c'est des espoirs pour les familles également qui sont diminués. Et j'enjoins encore une fois le gouvernement de se ressaisir. Je pense qu'on doit tous dire maintenant, et on doit le reconnaître, que le régime de redevances minières qui avait été mis en place par le gouvernement précédent était justifié et compétitif. Ça avait d'ailleurs été confirmé. Il n'est pas trop tard pour le gouvernement de faire volte-face. Je l'enjoins de laisser la partisanerie de côté, de reconnaître que le régime en place était celui dont le Québec avait besoin et surtout de continuer à agir pour créer de l'emploi au Québec. Parce qu'on assiste actuellement, on assiste à une diminution importante des revenus du gouvernement qui va au-delà du ralentissement de l'économie. Donc, les gens investissent moins, les gens ont moins confiance dans l'économie du Québec et on croit qu'effectivement, les politiques fiscales et économiques du gouvernement sont en cause. Par rapport à ça, notre approche est de miser sur la création de la richesse, l'augmentation de la richesse collective, la création d'emplois pour maintenir les revenus du gouvernement. Et là, c'est un paradoxe parce qu'on vient de mentionner que les investissements privés sont en chute au Québec, on le sait maintenant. Théoriquement, un gouvernement compense avec les investissements publics, mais en même temps, on coupe les investissements publics. Alors, on a un effet additif de diminution des investissements privés et publics. Par rapport à cette approche, nous, on propose plutôt une approche basée, oui, sur l'innovation, l'entrepreneurship, une réforme de la fiscalité dont j'ai parlé à plusieurs reprises, une relance et une diversification de nos exportations et bien sûr une exploitation rigoureuse mais efficace également de nos ressources naturelles. On a également à faire face à au défi de la gestion des finances publiques, ce qui est important, également la colonne de dépenses. D'ailleurs, je note deux choses pour terminer mon intervention, c'est que l'effort au niveau des dépenses est quantifié, mais n'est pas précisé. On ne sait pas dans quel domaine de services publics les Québécois auront affronté des chutes de services. Et également, on compense la chute de revenus de deux façons. D'abord par un accroissement de la péréquation, ce qui témoigne en passant de la diminution de notre richesse collective par rapport à la moyenne canadienne. Puis également, on pige déjà dans la réserve de sécurité, là, pour parler dans des termes qu'on comprend tous, alors qu'on n'est qu'au début de l'année. Qu'est-ce qui va arriver plus tard dans l'année lorsque les véritables enjeux urgents se présenteront? Alors, je réitère mon inquiétude, notre inquiétude quant au développement économique du Québec. J'enjoins le gouvernement de se ressaisir et de revenir à des politiques qui augmentent l'emploi, favorisent la création de la richesse plutôt qu'à des politiques qui les freinent. Merci. M. Couillard, vous venez de parler justement des provisions pour éventualité. Vous trouvez ça irresponsable que le gouvernement puise déjà dans ces provisions-là tout de suite? Bien, clairement, ils font ça pour maintenir l'atteinte de l'équilibre budgétaire, ce en quoi également on croit. On croit à l'équilibre budgétaire. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour eux. De toute évidence, les revenus sont en chute. Alors, il faut aller piger. Ils ont l'accroissement de la péréquation, d'une part, qui a été annoncé en décembre 2012, puis d'autre part, le recours précoce au fonds d'éventualité, qui est inquiétant. Il n'y a pas de contradiction dans ce que vous dites, parce que vous dites, d'une part, les investissements privés sont en baisse, les investissements publics aussi, ça fait peser sur la capacité d'investissement, mais d'autre part, on croit à l'équilibre budgétaire, et puis on veut l'atteindre de l'équilibre du déficit zéro. Mais justement, pour stimuler l'économie, stimuler les investissements, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de retarder l'atteinte de l'équilibre budgétaire? Non, on est très ferme sur l'atteinte de l'équilibre budgétaire, mais on croit qu'il faut atteindre également cet équilibre au moyen de la création de richesse et de l'accroissement des revenus de l'État. C'est ça la différence fondamentale, là. On est tout à fait d'accord, nous, et on y croit fortement au Parti libéral du Québec, dans la répartition de la richesse et au soutien de nos programmes sociaux. Mais sans une économie qui croît, sans la richesse collective qui s'accroît, sans les emplois créés, on ne pourra pas le faire. Alors nous, oui, on garde le cap sur le déficit zéro, mais autant en contrôlant les dépenses et surtout en accroissant les revenus, en adoptant des politiques qui favorisent l'accroissement des revenus de l'État. Qu'est-ce que vous
pensez de la façon qu'ils veulent arriver pour compenser finalement les pertes de 815 millions? Bien, du côté des revenus, je l'ai indiqué tantôt, la péréquation d'une part qui témoigne d'un appauvrissement relatif du Québec, d'autre part du recours très précoce dans l'année au fonds de réserve pour éventualité, puis également de coupes dans les services, dans les dépenses gouvernementales. Il y a plusieurs centaines de millions qui sont annoncés déjà, mais qui ne sont pas identifiés clairement. Si la situation devait par malheur, et on ne le souhaite pas, là, si la situation devait par malheur s'aggraver, on doit craindre une augmentation des coupes budgétaires et de l'atteinte des services publics. Alors, au-delà des emplois, de la qualité de vie des familles, c'est des services publics également qui peuvent éventuellement souffrir. Après 6 mois, ça fait à peu près 6 mois que le gouvernement est là. Oui. Est-ce que avant c'était un gouvernement libéral? Oui, je m'en souviens. Donc, bon, peut-être que... Dois-je comprendre que le gouvernement a été en mesure, à votre avis, d'adopter des mesures qui favorisent la croissance économique déjà et qui auraient eu des effets? Oui. On tarde trop, on a trop tardé? Oui, puis je pense qu'il faut savoir accepter un jour, puis on l'a tous fait, puis c'est pas nécessairement agréable, mais il faut le faire, qu'on n'était pas sur la bonne voie, il faut reprendre un autre chemin. Si on se reporte à la formation du gouvernement, il y a d'abord eu des annonces de mesures fiscales qui ont semé énormément d'inquiétudes dans les milieux financiers et économiques. Bien sûr, le gouvernement a reculé. C'est le premier de nombreux reculs, mais ça a laissé une marque dans les milieux financiers et économiques. Et d'autre part, actuellement, toute cette question de l'industrie minière, moi, je crains que si on attend trop avant de redresser la situation, de façon franche et évidente, on aura atteint un point de non-retour où des décisions d'investissement qui auront été prises ailleurs ne pourront plus être amenées chez nous au Québec. Alors, c'est ce qui m'inquiète et c'est une tendance, malheureusement, qu'on observe depuis la formation du gouvernement. Je les enjoins, encore une fois, de se ressaisir et de remettre le cap sur la création de la richesse et l'augmentation des revenus de l'État. Et vous expliquez cette baisse de revenus, notamment, je suppose, par... les chiffres le montrent. Les chiffres montrent une baisse de l'investissement privé non résidentiel qui se concentre fortement dans le secteur minier et dans le secteur de la fabrication. Alors voilà là, ce qui explique la chute importante des revenus de l'État, qui dépasse en proportion la chute prévue du PIB de 0,2 %. On devrait s'attendre normalement à ce que les revenus de l'État baissent moins en proportion d'une baisse semblable, et on observe au contraire une augmentation du gouffre des revenus. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de la CAQ qui dit qu'il y a un maquillage de chiffres et que c'est vraiment pas un déficit zéro qu'on va atteindre? Mais là, sur la question des normes comptables, je veux juste rappeler qu'il y a 3 firmes comptables qui ont donné l'accord avec la façon de faire actuelle du gouvernement et du gouvernement précédent également quant aux enjeux de normes comptables qui sont un peu compliqués là, pour les citoyens qui nous écoutent. Mais au-delà de ça, pendant la campagne au leadership, moi, j'ai eu l'occasion de recommander qu'on publie, notamment lors des campagnes électorales, ça fait partie de ce que j'appelais le gouvernement ouvert et transparent, un état des finances publiques indépendant et clair, de façon à ce que tous les partis politiques en campagne électorale travaillent sur les mêmes bases. Et je ne prétends pas qu'un gouvernement ou qu'un parti est plus fautif qu'un autre, mais on a tous assisté à cette succession d'un gouvernement qui dit quand je suis parti, tout allait bien, puis l'autre qui arrive, bien non, c'est une catastrophe. Le citoyen veut connaître exactement l'état des lieux, et je pense que dans un esprit de transparence, c'est ce qu'on devrait offrir à la population. Le vérificateur général semble croire que les chiffres qu'on obtient, la population obtient, ce ne sont pas les vrais chiffres. Il n'y a pas un vrai déficit zéro. Finalement, il y aura un déficit si on regarde les chiffres correctement. Mais sur cet enjeu, M. Séguin, spécifique, je rappelle encore une fois qu'il y a 3 firmes comptables extérieures qui ont donné leur accord avec la façon actuelle de reconnaître les dépenses. Tout ça est un peu compliqué. Le moment où on inscrit les dépenses dans la colonne des dépenses, c'est ça qui est en jeu. Ça a été confirmé, cette approche par des firmes extérieures. Il faut quand même garder ça en tête. Tout cela, vous ne trouvez pas qu'il y a tripotage de chiffres là-dedans pour atteindre... Je pense que je n'utiliserai pas le mot tripotage parce que c'est une approche des comptes publics qui a été utilisée et qui est reconnue, M. Séguin, par des firmes extérieures, je le répète. En anglais? Peut-être juste une redevance, les ressources naturelles. Les redevances de ressources naturelles, c'est pas détaillé. On a les ressources naturelles, mais on n'a pas les redevances minières précisément dans les documents. Vous savez qu'il y a très peu de redevances d'hydrocarbures actuellement pour des raisons évidentes. Il y a très peu d'exploitation. Oui, donc, en pratique... il peut y avoir... Mais, donc, on est à 198 millions, si ma mémoire est bonne, pour 2012-2013. 233, je crois, pour 2013-2014. En fonction des critères de redevance minière établis par M. Bachand, n'est-ce pas? Est-ce que vous jugez que c'est suffisant quand on regarde les chiffres là actuellement? Il faut regarder ce chiffre-là ou cette approche-là de façon absolue et relative. On ne peut pas prendre le Québec comme étant isolé du continent nord-américain et des autres sites d'exploitation minière dans le monde. Je pense que l'approche de Raymond Bachand était la bonne parce qu'il combinait une augmentation des redevances à 16 %,
au taux d'imposition des compagnies qui nous amenait à un dû total d'environ 40-41 %, alors que nos voisins ontariens sont plus près de 30 %. Alors, il faut arrêter de nous comparer à l'Australie, là, parce que l'Australie, il y a 800 mines, il n'y en a même pas une vingtaine au Québec. Alors, on est un fournisseur de minerais d'appoint. On est un endroit où les coûts d'exploitation sont élevés, à cause notamment des conditions nordiques. Il faut mettre ça en correspondance et se garder de comparaisons qui sont boiteuses. Ce à quoi on doit se comparer, c'est nos voisins et les autres endroits où les compagnies minières pourraient vouloir investir. Mais je n'ai fait aucune comparaison, cela dit. Et si on va en faire une, on peut en faire une par rapport au Québec lui-même. C'est environ quoi? Disons 7 milliards de ressources de minerais qui ont été extraits du sous-sol québécois environ, là, au cours de l'année 2012-2013. 198 millions de revenus là-dessus. Il faut regarder les taux, d'une part, et d'autre part, les compagnies qui ont fait des profits et celles qui ont fait des pertes. Il faut faire attention à ça également. Et regardez, tout ça devient à un moment donné un faux calcul, parce qu'on peut dire, on va mettre c'est comme la taxe sur le capital, tiens. On va surtaxer la taxe sur le capital, ça fait que ça va donner plus d'argent dans les coffres de l'État. Sauf que s'il n'y a plus personne qui investit, puis il n'y a plus de capital à taxer, il n'a pas d'argent dans les coffres de l'État. Alors, on peut bien faire des projections qui se basent sur des exemples d'ailleurs pour augmenter fortement les redevances minières, mais le test de la réalité, c'est est-ce que les compagnies qui sont là vont rester? Est-ce que celles qui voulaient venir vont rester? Déjà, on a quelques annonces de projets qui sont retardées. C'est ça le test de la réalité. Et je pense que le temps a montré, maintenant, quelques mois plus tard, que le régime qui était en place était correct, compétitif pour attirer et retenir l'industrie minière. Je répète que je pense que le gouvernement devrait se repencher sur cette question et avoir la franchise de dire qu'effectivement, c'était la zone où il faut se situer. Mr. Couillard, sure. Can you bring it back to what this all means for Quebecers and for social programs? Well, of course, in any budget, there's expenses and incomes. In revenues, we have a drastic fall of the revenues of the government because people are investing less in Quebec, mostly in the manufacturing sector and in the natural resources, again, in majority in the mining sector. What it means at the end of the day is that we need to keep going toward a balanced budget, but it will need an added effort on the side of the expenses and the public services. And we already know that there are hundreds of millions already of expenses cuts on the documents of the government, where we don't know exactly. So if the revenues don't increase again, they will have to increase their effort on the expenses side, mainly in the public services. That's one thing that will directly affect Quebecers. The other thing is if you stop growing the economy and creating jobs, what it means is less opportunities for our families. It's very real and very practical for Quebecers. Surprised that Mr. Marceau was unable to see this 800 million shortfall that anticipated? Well, I think they probably were deluding themselves and thinking that the initial fiscal policies that they announced and they had to backtrack on a few weeks later, and then their delay in adopting a competitive format of mining taxation. I'm surprised that they could not predict that this would happen. Maybe I would say the marked partisanship in the way they approached the question during the campaign and after probably explains that they cannot see themselves going back to the way it was, and M. Bachand had adopted a system which was at the same time fair, competitive, and able to attract and retain the mining industry in Quebec. Your party was in power for a few years. And the government has said time and again that there was a $1.6 billion hole. What role does the Liberal Party have in the current government's... I just want to correct that, and my colleague will add to this. I don't think that this has been maintained in January in the last examination of the public accounts. It's actually much less than $1 billion. I think it was 700 million. 700 that we need to cut now. In the light of expenses of more than $70 billion, I mean, this is not at all the way it was presented initially. I'm not trying to evade any responsibility of any government or party. I'm talking to you about the situation today. In the mining industry, we had presented a system that was both competitive and fair. And the mining industry was there to invest. Jobs were being created, not only in the north, in the south also, in the businesses and the small businesses that service the north. And all this has been stopped because what has been put on the table is an ideology-driven system which basically will turn the mining industry away. That is what is at stake today. When you say in the legislature today that the government is killing private investment, is that what's behind the climate that is creating this low growth? Well, first, the initial discourse about the fiscal changes that they announced and fortunately backtracked on later, and that this uncertainty
in the natural resources industry. And I would say a general climate where the financial and economic circles don't feel that this government is their friend, is really helping them to create wealth and create jobs in Quebec. That's also what is at stake. I'm not even talking about the sovereigntist governments and other similar policies. I'm just talking about hard numbers here. Merci. You're worried especially about more cuts down the line. Yeah, because if the revenues don't go up, it's the only solution is to increase the cuts in the expenses, therefore in the public services. Thank you very much. Merci beaucoup.